La question du financement des associations est une question qui, on l'a bien senti hier, est une question primordiale dans le devenir même des associations. L'évolution des modèles de financement associatif ont entraîné des conséquences dont on subit tous les jours il y a des conséquences, pardon pour la matinée est dure. Pardon pour le doublon. Nous avons 3 intervenants autour de la table. Martin Bobel, vice-président des ressourceries et membre du CESE, co-rapporteur d'un rapport sur le modèle de financement associatif, rapport qui sortira le 28 mai, sauf erreur de ma part, mais dont déjà une étude a été présentée la semaine dernière au CESE, ou il y a 15 jours, la semaine dernière au CESE, qui apporte déjà quelques éléments de contexte sur cette évolution de financement. Marianne Langlais, ancienne journaliste, chargée de mission au collectif d'associations citoyennes, collectif des associations citoyennes qui a sorti qui a publié un rapport en 2023 sur la marchandisation et la financiarisation des associations, et qui donc nous apportera plutôt une lecture sur les conséquences de cette évolution du modèle de financement. Et donc, on pourra avoir quelques précisions sur ce point. Et puis enfin, Roland Janvier, avec une double casquette, à la fois praticien, professionnel du secteur médico-social, puis chercheur en sciences sociales, sciences de la communication, qui est depuis très très peu président de la commission modèles sociaux, économiques et associatifs de l'UNIOPS, qui fera plutôt une lecture sur les conséquences de cette évolution sur le monde médico-social, social et sanitaire. Et sans attendre, je passe la parole à Martin. Merci Jérôme. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ok. Bon, j'ai la lourde tâche de démarrer. Je me présente du coup, donc Martin Bobel, je viens donc du réseau des ressourceries et recycleries. Moi, j'ai eu un parcours qui était plutôt orienté dans le champ de l'éducation populaire et puis plus tard dans le champ de l'environnement. Et dans le champ de l'environnement à la lisière des questions sociales et particulièrement des questions d'insertion. Donc je ne suis pas spécialiste des sujets médico-social hébergement. Par contre, durant mon parcours, en gros, moi j'ai un peu développé une expertise autour des questions des financements du monde associatif en général, des règles qui sont afférentes à ces financements-là et de ce que ça peut changer pour le fait associatif et pour l'agir associatif. Ouais. Donc, je siège actuellement au CESE et actuellement, on est en train de co-rapporter un travail sur le financement des associations. On fait tout un travail d'audition, on a fait un long travail d'enquête et on arrive dans pas longtemps au moment des conclusions. Et là, je dirais maintenant, mon rôle va être un peu de dresser le panorama du contexte actuel pour passer la parole à mes collègues et ensuite engager notre débat. Déjà, le travail CESE actuel sur le financement des assos, il est né de plusieurs faits marquants. Déjà, je dirais un faisceau d'alertes récurrents, des alertes avec des faits marquants comme le sujet des EHPAD avec le cas Orpea, des alertes autour des questions de la petite enfance sur la question des crèches, des alertes plus récentes comme celle des Restos du Cœur, et puis encore plus récentes comme celle des centres sociaux ou celle de la FAS, mais de manière générale, on voit depuis entre 5 et 10 ans un certain nombre de grandes fédérations associatives qui nous disent avoir des difficultés de financement, mais qui nous disent aussi observer des changements dans leur mode de financement qui changent profondément leur capacité d'agir. Donc ce travail au CESE, il s'oriente sur la question du financement particulièrement, et donc il est quelque part un peu technique, mais l'enjeu de fond étant d'observer comment les moyens associatifs, les moyens financiers et la technique afférente à la manière avec laquelle on décaisse ces moyens, c'est-à-dire en fait les modes de contractualisation, changent profondément la manière avec laquelle on fait association, et donc indirectement, mais je dirais même directement même, la manière avec laquelle le monde associatif participe de la vie démocratique. Voilà. Parmi les faits marquants, mais plutôt du côté de la recherche, évidemment, nous, on s'appuie beaucoup sur les travaux de Viviane Chernonog. On a un problème dans le monde associatif, c'est qu'on a très peu d'études statistiques. En fait, notre grande étude statistique provient de Viviane Chernonog et Lionel Proutot. Et ensuite, on a eu 2 travaux assez marquants qui nous ont alertés. Un, le travail du HCVA sur la concurrence lucrative, l'effet de la concurrence lucrative sur l'exclusion, mais aussi sur le modèle associatif. Et 2, le travail de l'OCMA que Marianne vous présentera, particulièrement autour des questions de financiarisation
et de marchandisation. Voilà. Le constat général, Viviane Tchernonog, c'est que depuis 2005, les subventions baissent en part de recettes dans le monde associatif. En 2005, les subventions elles représentaient 35% du modèle socio-économique des associations. En 2020, elles n'en représentent plus que 20%. Donc le monde associatif, tout secteur confondu, a perdu en moyenne 41% de subventions en part de recettes. La question qui vient après, c'est est-ce que le volume d'argent public a lui baissé ? La réponse est plutôt non. Cependant, ce volume d'argent public a évolué. Il s'est majoritairement déporté sur des logiques de commande publique, donc sur des logiques descendantes de commandes. Donc on parle de marché public et de délégation de services publics. Et pour ce qui reste de la part de subventions, elle a elle aussi beaucoup évolué. Voilà. Et c'est là où on avait des trous dans la raquette, je dirais, à l'époque, sur le plan des études de Viviane Tchernonog, c'est qu'on n'avait pas de vue sur la manière avec laquelle les subventions ont évolué. Et c'est un peu un des rôles de notre boulot au CESE, étant d'étudier qu'est-ce qui a changé. Notre grand constat, et c'est un peu mon rapport d'étonnement, on s'attendait à ce que quand on travaille sur le fait associatif transsectoriel, on ait des difficultés à trouver des points communs. Et en fait, en réalité, la plupart des secteurs nous disent la même chose. Voilà. Les subventions ont baissé, mais ce qui reste des subventions a changé. Ce qui reste, c'est-à-dire les subventions étaient historiquement, dans les années 80, aux années 90, plutôt portées sur des logiques de financement de fonctionnement et de financement d'équilibre, et se sont petit à petit transformées en appel à projet et en appel à manifestation d'intérêt. On observe en fait, si on prend un peu de recul politique sur ce changement-là, je dirais une forme de mimétisme des logiques de mise en concurrence vis-à-vis évidemment des cadres de la dépense publique, des cadres de la commande publique, pas de la dépense publique. Et quand on travaille un peu dans le fond de ce sujet, on se rend compte qu'on a un cadre législatif qui aujourd'hui protège très très mal la subvention. Voilà. Et qui possiblement est un peu la cause d'un changement de pratique politique en matière de lien avec le monde associatif. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas tout à fait une question de droit et qu'il y a avant tout une question de choix politique, mais on observe qu'en fait, un certain nombre d'arbitrages politiques, de liens, en tout cas de liens de financement avec le monde associatif, peut être parfois majoritairement guidé par la technique juridique et par le droit, et particulièrement par le droit européen. Et ça, c'est un sujet, si vous voulez, on l'abordera tout à l'heure, on se disait que ce serait intéressant d'y aller. Mais de manière générale, on a tendance à dresser l'hypothèse, et c'est ce qu'on va porter dans cet avis, que le droit de l'Union européenne a été assez mal constitué pour préserver le fait associatif français, qui est un fait associatif particulier en Europe, d'ailleurs même particulièrement avancé comparé à d'autres pays, et qu'en gros, le droit de l'Union européenne ne protège pas, ou peu, l'initiative citoyenne pour deux raisons. La première, c'est qu'elle considère les associations comme des entreprises, c'est-à-dire qu'on n'a pas de statut européen, on n'a pas de statut associatif en Europe. Et ça, c'est un peu le problème majeur des 30 ou 40 dernières années. À chaque fois qu'on a voulu porter un projet de constitution de statut associatif en Europe, on a buté. Alors, c'est en cours d'être un peu révolu, mais de manière, je dirais, de manière dégradée. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais du fait que les associations soient considérées comme des entreprises, les associations sont souvent prises sous le joug des logiques de marché intérieur. Logique de marché intérieur qui, de fait, préempte que la subvention est interdite. Voilà. Hors dérogation. Alors, pour les sujets sociaux, vous avez gagné des exemptions assez historiques sur ce qu'on appelle les services sociaux d'intérêt général. Mais pour le reste, le droit de l'Union européenne reste flou, si ce n'est très restrictif. En gros, l'Union européenne a une vision de l'intérêt général qui est tout à fait différente de celle de la France. Et c'est ce frottement de divergence de vision qui participe grandement à l'érosion des subventions en France. Voilà. Parmi les changements assez majeurs de mode de contractualisation, on identifie un certain nombre de causes nouvelles. Celle qui est aujourd'hui assez connue, c'est l'érosion du bénévolat de gouvernance. Le mouvement associatif et, je crois, un certain nombre de fédérations se permettent de parler de crise de bénévolat de gouvernance. Et dans nos travaux, beaucoup d'organisations témoignent d'un processus en cours de perte de sens. C'est-à-dire que les bénévoles de gouvernance n'ont pas décidé d'être engagés dans un champ associatif pour faire de la gestion administrative et financière,
Et à mesure que les subventions baissent et se contraignent sur des logiques d'appel à projet, mais aussi se déplacent sur des logiques de commande publique, on a une forme de rigidification du lien entre pouvoir public et associations qui s'opèrent, rigidification qui se fonde sur des évaluations quantitatives de plus en plus fortes et des évaluations financières de contrôle de plus en plus poussées. Voilà. Donc évidemment, on peut imaginer que le bénévolat de gouvernance ne s'est pas engagé pour devenir des gestionnaires administratifs et ça pose un problème. Voilà. Mais derrière ça, on observe à venir, mais déjà par exemple, on le sent sur le champ de l'éducation populaire et sur le champ médico-social, des difficultés de recrutement, alors qui sont évidemment liées à la question des salaires, mais qui sont aussi liées à la compensation, je dirais, militante, la compensation de l'engagement que les salaires du monde associatif n'apportent pas versus le salaire du champ privé. Et donc, à mesure que les associations passent de cette logique tutélaire, qui était déjà historiquement une logique parfois de contrôle, à une logique de marché, le champ de l'engagement se rétrécit et on a un certain nombre de fédérations qui nous disent être pas loin de sentir le risque de basculement venir. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, assez nouveau pour notre travail, qu'on arrive à sortir de ce travail de saisine. Nous sommes pas loin, je pense, d'un point de bascule pour un certain nombre de secteurs. Voilà. Ensuite, ça peut poser, ces questions de marchandisation peuvent poser un certain nombre de problèmes. Alors peut-être j'ai encore quelques chiffres. La part des marchés publics dans le modèle associatif a augmenté de 41%. Alors on parle de part de recettes. Les marchés publics dans le monde associatif étaient à 17% en 2005 et sont passés à 24%. Il y a un autre phénomène qui s'opère, c'est que la part des ventes de biens et services, elle aussi, augmente. C'est ce qui permet en gros techniquement de parler de marchandisation. C'est-à-dire qu'en fait, la part des recettes associatives est de plus en plus privée ou de plus en plus intégrée sur des logiques de marché. La part des ventes a, elle, augmenté de 31%. Elle est passée donc, en part de recettes de 31% à 42%. Ce qui donne globalement une augmentation des recettes marchandes du monde associatif de 34% en part de recettes. Elle constitue aujourd'hui 66% des parts de recettes associatives. Donc, on peut dire aujourd'hui que le monde associatif se finance majoritairement sur des ressources de marché et de moins en moins sur des ressources subventionnées, des ressources publiques décaissées sur la base de l'initiative citoyenne. Évidemment, avec ça, on a un certain nombre de risques. Notre enquête, je m'arrête là après, notre enquête CESE cherche à savoir comment les associations ont réagi face à cette baisse de subventions. On a donc une majorité qui nous disent développer de nouveaux biens et services, c'est-à-dire en gros se positionner de plus en plus sur des logiques de marché et donc en concurrence de plus en plus avec les acteurs privés lucratifs. Un certain nombre d'associations nous disent qu'elles ont augmenté leur prix. Alors soit leur prix de vente de biens et services, soit leur cotisation. Je vous donne un exemple, on a 58% des structures sportives qui nous disent que pour réagir à cette baisse de subventions, elles ont augmenté leur cotisation. Ça a un effet évidemment sur l'exclusion des publics les plus précaires. Voilà. 30% nous disent avoir augmenté leur prix de vente de biens et services. Et on observe, quand on rentre un peu dans le détail, que ce sont les vieilles structures qui nous disent avoir augmenté leur prix et qu'on pourrait imaginer que les structures les plus jeunes se sont alignées sur des prix qui ont déjà augmenté auparavant. Ouais. Donc on a un peu ce phénomène de mise en étau, à savoir que derrière, un risque, et c'était le risque de mon secteur et je m'arrête là, est un risque de basculement, de considération juridique de l'intérêt général. C'est-à-dire que plus on agit en concurrence avec les structures privées lucratives, plus évidemment on court le risque de perdre la notion de en tout cas le bénéfice de la notion de la non-lucrativité sur le plan fiscal, qui est fondé sur un principe de non-concurrence avec le secteur privé lucratif, mais aussi, et je pense que l'éléphant dans notre couloir se trouve ici, de perdre la notion, en tout cas ce qui nous permet de se reconnaître dans le... Attendez, je vais essayer de le reformuler, de basculer au regard du droit européen dans une logique marchande qui, en cascade, remet en cause le principe de subvention et ensuite, s'il ne le remet pas en cause de manière forte et globale, pourrait le remettre en cause, je dirais, de manière dégradée. En gros, l'Union européenne permet la subvention, mais de manière bien plus dégradée que ce que la France le permet. Et ça, c'est un risque de basculement, d'ailleurs, dont la JEBVA nous a un peu alerté.
nous courons un risque à moyen terme de voir les subventions associatives non frappées des sceaux de régimes d'exemption, c'est-à-dire des régimes de minimis ou des régimes d'exemption de type services d'intérêt économique généraux, dégradées, voire interdites, si nous ne réagissons pas pour quelque part qualifier le côté non marchand et le sens de l'initiative citoyenne organisée en association. Je passe la main. Merci, Martin. Déjà, je pense une multitude de questions. En tout cas, moi, j'en ai une multitude, mais on verra ensuite. Je passe tout de suite la parole à Marianne Langlais pour se présenter aussi ce rapport passionnant qui, moi, je trouve, fait bien le lien avec ce qui vient d'être dit. C'est vraiment sur aussi, quelque part, la disparition du rôle sociopolitique des associations au bénéfice, oui, je ne sais pas si bénéfice c'est une terme en tout cas, mais au bénéfice d'un aspect vraiment entreprise comme les autres, comme voilà, il était question hier dans une table ronde. Merci Marianne, à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je fais partie du collectif des associations citoyennes qui rassemble des acteurs de secteurs extrêmement divers et qui travaillent sur les grands axes d'affaiblissement des capacités de transformation sociale et d'émancipation que peuvent représenter les associations. Donc sur 4 grands axes d'affaiblissement, mais aussi les possibles antidotes et donc les possibilités de renforcement de ces capacités. Donc ces 4 grands axes pour nous, le premier est la marchandisation et la financiarisation des associations et les pistes possibles pour penser à un autre financement, je vais y revenir. La managérialisation des associations, c'est-à-dire l'entrée dans les associations des techniques de management issues du privé lucratif, parce que perçues par les financeurs comme finalement plus légitimes et comme le seul management possible, alors qu'on sait que les associations peuvent offrir la possibilité d'autres formes de gestion démocratique possible. L'instrumentalisation des associations, c'est-à-dire que ces transformations de financement positionnent les associations comme des prestataires de services ou des opérateurs, ce qu'on a aussi entendu pas mal hier, enfin dans l'atelier où j'étais, chargés de mettre en œuvre une politique publique pensée sans elle, alors qu'on sait que les associations ont été et le sont encore à l'initiative de création de politiques publiques, de nouveaux droits, de structures, de révélation de problématiques sociales. Enfin, c'est pour nous le rôle essentiel des associations. Et le 4e axe d'affaiblissement pour nous est la mise à mal des libertés associatives qui pour nous découle des 3 premiers axes, puisque le pouvoir actuel, on le voit bien, voit d'un très mauvais œil les positionnements critiques émergents des associations. En gros, la subvention publique aujourd'hui doit à leurs yeux s'accompagner d'une soumission aux politiques publiques. C'est-à-dire que la transformation du modèle du financement associatif fait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus légitime que les associations portent une parole politique, critique. Elle n'est pas reconnue comme légitime et on le voit de plus en plus. On travaille beaucoup là-dessus. On l'a vu avec Alternatiba, mais on le voit aussi avec des plus petites associations. On l'a vu avec le planning familial. Voilà. Cette transformation du modèle de financement, on le qualifie donc de marchandisation. Le collectif s'est constitué en 2010 pour lutter contre cette marchandisation qui, à l'époque, était, on était perçus un peu comme, un peu comme des hurluberlus. Bon, bref, vous m'avez compris. On avait un groupe de travail sur ces phénomènes de marché qui rentraient dans les associations. Et ce groupe de travail a abouti en 2022 à la création d'un observatoire citoyen de la marchandisation et du financement des associations, et de la financiarisation, des associations. Cet observatoire, il est constitué d'une vingtaine de réseaux et associations et d'un comité scientifique d'une quinzaine de chercheurs, chercheuses. Et on a sorti en février 2023 ce rapport qui tente de faire un état des lieux de ces phénomènes de marchandisation et de financiarisation. L'objectif est un peu de faire une communauté apprenante
pour collectivement s'outiller face à ces processus à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on entend sous ce terme de marchandisation ? Donc, pour nous, elle résulte principalement de 2 tendances de fond qui transforment à la fois le financement des associations, mais aussi le regard qu'on porte sur elles et sur le rôle qu'elles ont dans notre société. La première grande tendance pour nous est l'arrivée dans les années 80 d'une nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui introduit dans les services publics et par ricochet dans les associations la culture du résultat, de la performance économique, de l'évaluation quantitative et du management par objectif. Elle fait entrer finalement dans les associations les outils de gestion du privé lucratif qui sont jugés plus efficients et plus légitimes, plus performants. À cette nouvelle gestion publique, et c'est ce qu'a un peu développé Martin, s'ajoutent les règles de concurrence imposées par le marché unique européen, qui veut que seule une défaillance du marché peut justifier l'intervention de l'État dans les activités économiques, enfin des exemptions en fait à la règle du marché unique. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce marché unique, les associations sont considérées comme des entreprises comme les autres. En France, ces politiques qu'on qualifie, nous, de néolibérales entraînent un recul de la subvention de fonctionnement au profit des appels à projets et des appels d'offres. Ce mode de financement, finalement, change le rapport des associations au pouvoir public, d'une politique ascendante où les associations construisaient leur objet associatif à partir des besoins, à partir de ce qu'elles observaient du terrain. On est passé à une politique descendante de commandes publiques qui les positionne en prestataires de services vis-à-vis de l'État, voire en opérateurs d'un sous-service public, si on veut aller un tout petit peu plus loin. Et ce regard descendant des pouvoirs publics aux associations marque pour nous un recul de leur capacité à interpeller les pouvoirs publics. Par ailleurs, cette transformation du mode de financement, et ça on le voit notamment effectivement sur les politiques de la petite enfance ou de la vieillesse, met les associations en concurrence entre elles, mais aussi avec des acteurs du privé lucratif. Ça encourage des processus de fusion-absorption pour résister dans cette ambiance ultra-concurrentielle finalement. Et on voit alors la transformation du champ associatif. On voit qu'il y a des grosses structures qui se forment, des toutes petites associations qui continuent, puisqu'on a quand même un paysage associatif extrêmement vivant avec des petites associations qui se créent quasiment tous les jours. On a un tissu associatif extrêmement riche, mais finalement une perte, et ça on l'a vu confirmé par les derniers chiffres de Viviane Tchernonog, une perte des moyennes associations, et donc pour nous une perte de la biodiversité associative qui pose un problème d'un point de vue démocratique. Certaines associations accompagnent ce tournant néolibéral et on voit monter dans les années 2000 la notion d'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social ? C'est une notion qui nous vient du monde anglo-saxon. Dans les années 80 en Californie, dans la Silicon Valley, des entrepreneurs qui ont réussi se disent qu'il serait bien d'utiliser l'argent énorme qu'ils ont amassé pour des biens, pour faire du bien, pour transformer le monde vers plus de biens et plus d'écologie, et d'utiliser finalement leurs compétences entrepreneuriales et leurs outils de gestion du privé lucratif pour résoudre des questions sociales ou écologiques. Cette notion d'entrepreneuriat social, finalement, elle nourrit le flou entre des entreprises privées lucratives et les associations. Finalement, elle invisibilise jusqu'au terme association, puisque ce terme d'entrepreneuriat social, derrière ce terme-là, qui n'existe pas en droit, finalement, c'est essentiellement des associations. En France, l'entrepreneuriat social est notamment représenté par le groupe SOS, qui, au-delà d'un groupe gestionnaire extrêmement important, porte vraiment une vision politique importante, et je pense qu'il faut collectivement qu'on le décrypte. Pour Jean-Marc Borrello, le patron du groupe SOS, qui représente donc cette locomotive de l'entrepreneuriat social, non seulement en France, mais également au niveau européen,
Le modèle associatif, je vais le citer, arc-bouté sur le principe non lucratif, apparaît à présent inadapté aux exigences actuelles et de moins en moins dépositaire de l'intérêt général. Pour lui, c'est le titre d'un de ses livres, « L'entreprise va changer le monde ». Il s'appuie notamment sur cette notion finalement très floue d'entrepreneuriat social. Et cette notion floue, elle vient aussi finalement affaiblir la parole politique des associations. Et c'est souligné dans une étude de l'INGEP, que je vais citer, où il est noté que cette valorisation de la complémentarité entre entreprises à capitaux et associations induit une neutralisation d'éventuels conflits, une absence de critique des rapports de pouvoir et plus largement une dépolitisation des pratiques. Waouh, je suis vachement trop lente, il faut que j'aille plus vite. L'écosystème de l'entrepreneuriat social et le flou qu'il installe entre lucrativité et non-lucrativité favorise l'arrivée en France en 2014 de la notion d'investissement à impact social qui, pour nous, marque le processus de financiarisation des associations. Qu'est-ce que c'est que ce processus ? Je vais aller très vite. C'est un concept qui nous vient également du monde anglo-saxon et qui assure pouvoir faire à la fois du bien et du profit. C'est leur slogan. L'investissement à impact, il porte le récit d'un sauvetage des pauvres et de la planète par des mécanismes de marché, souvent appuyés aussi sur des solutions techniques. Il avance l'idée que le capitalisme engendre des problèmes. Il y a beaucoup de littérature qui décrit ce que c'est que cet investissement à impact, littérature grise. Donc le capitalisme engendre des problèmes, mais il est en même temps capable d'y apporter des solutions. Donc pas besoin de repenser l'économie, tout va bien, on a les solutions. Parmi les outils de l'investissement à impact, je vais vous en présenter un très rapidement, qui est le contrat à impact social, qui pour nous est la pointe visible de l'iceberg et qui nous permet vraiment de montrer qu'est-ce que porte cette notion d'investissement à impact. Qu'est-ce que c'est que le contrat à impact social ? C'est un investisseur privé, une association qui place de l'argent dans une association sur un programme très précis, court dans le temps, avec des indicateurs de résultats prédéfinis à l'avance, qu'on appelle des mesures d'impact social. Et en fonction des atteintes de ces mesures d'impact social, les pouvoirs publics, l'État ou collectivités territoriales remboursent l'investisseur privé avec des intérêts ou des primes calculés en fonction des objectifs atteints. Ça peut concerner tous les champs associatifs de l'action sociale. Par exemple, il en existe en protection de l'enfance. Il y en a 2, en Loire-Atlantique et en Gironde, actuellement. Les indicateurs de résultats dans ce contrat à impact social, c'est le non-placement d'enfants. Donc, en fait, l'indicateur de résultat, c'est, on va placer dans ces dispositifs tant d'enfants. Si, au bout du programme, on n'en a pas placé quasi la totalité, enfin 90%, le programme a réussi et donc l'investisseur privé sera remboursé avec des intérêts. Vous trouverez dans ce rapport un tableau qui recense tous les contrats actuellement en France. Il est disponible sur notre site en version... vous pouvez le télécharger. Il en existe une trentaine, donc ça peut paraître extrêmement peu, mais on est quand même en France un des pays où on en a le plus en Europe, juste derrière l'Angleterre qui est le berceau de ces contrats. Cette notion, elle tente de faire coïncider la vision et les intérêts de la finance avec ceux de l'association, notamment, et je voulais juste terminer là-dessus, via la notion de mesure de l'impact social. On voit que cette notion, elle dépasse aujourd'hui largement les simples contrats à impact social, puisqu'elle est devenue depuis 2010 une forme d'évaluation de plus en plus courante des associations en France. Et elle est venue supplanter finalement la notion d'utilité sociale. Et pour nous, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on entendait sous le terme d'utilité sociale. L'utilité sociale, elle était là pour démarquer les associations de l'entreprise privée lucrative, pour justement
affirmer le champ associatif dans sa fonction dans notre démocratie. La mesure de l'impact social, à l'inverse, elle tente de faire basculer pour nous les associations dans un champ privé lucratif et dans un champ privé lucratif particulier, puisque c'est un nouveau marché financier qui s'ouvre. L'investissement à impact aujourd'hui, c'est sorti dans une tribune très récente dans Le Monde, portée par deux professeurs de l'ESSEC, qui évaluent le marché à 1 000 milliards de dollars, 15 milliards en France. Donc je pense que cette forme d'évaluation, pour nous, elle est le cheval de Troie de la financiarisation des associations. Je vous remercie beaucoup. Désolée, j'ai vraiment complètement débordé. Non, merci Marianne. Merci Marianne. Je note qu'on a réussi à tenir une journée sans citer Jean-Marc Borrello au congrès d'Uniops. Donc voilà, on l'a fait dès le matin. C'est fait dès le début de la deuxième journée. Roland, j'ai envie de te poser 2 questions. D'abord, des réactions peut-être sur ce qui vient d'être dit, et puis aussi au regard de l'Uniops et de l'activité de l'Uniops et de beaucoup de participants à ce congrès. Quelles sont les conséquences de cette évolution du modèle de financement sur l'accompagnement et la qualité d'accompagnement que peuvent avoir les personnes qu'on accompagne et qu'on accueille? Alors, pour répondre à ta question, Jérôme, je voudrais repartir de ce qui vient d'être brillamment exposé pour dire qu'en fait, ces mutations radicales, on voit bien, hein, on est dans un nouveau monde. C'est peut-être pas le nouveau monde, mais c'est un monde nouveau qui s'annonce. Ça impacte les associations sur 4 points, me semble-t-il. D'abord, le rapport entre les associations de solidarité et les pouvoirs publics. On l'a un petit peu évoqué, mais spécifiquement dans le domaine des associations de solidarité, ça vaut le coup d'y revenir, sur ce que j'appellerais, mais ça on pourra en discuter avec vous, parce que ce que j'appellerais aussi deuxième impact, sur la manière de faire entreprise. Alors, le mot entreprise, on ne va pas diaboliser, mais il n'empêche que les associations sont des entreprises, et j'y reviendrai, mais pas n'importe lesquelles. Et puis, la manière de se situer dans ce que j'appellerais l'économisme ambiant, enfin, c'est-à-dire cette société qui deviendrait une société de marché. Et puis enfin, toutes ces marchandisations insidieuses, c'est là qu'on va voir l'impact pour les personnes concernées, parce qu'il me semble que c'est là qu'on a peut-être une responsabilité politique collective à assumer. Le rapport des associations avec les pouvoirs publics, eh bien, le mot-clé, mais excusez-moi, j'ai sans doute enfoncé des portes ouvertes, mais je trouve que c'est bien de le redire ici quand même. Le mot-clé, c'est isomorphisme. C'est-à-dire qu'en fait, la technostructure a imposé son modèle organisationnel aux associations de solidarité. Regardez comment sont organisées vos associations. Mais quand je dis ça, je suis directement concerné par les 30 ans de direction que j'ai assumé. Les divisions catégorielles et sectorielles des politiques sociales ont été reproduites dans la manière d'organiser les associations. Les formalisations des pratiques à l'interne même des associations sont directement calquées sur tout ce système normatif qui s'impose, et puis toutes ces standardisations de la traçabilité de nos activités. Je pense là aux normes budgétaires, à l'EPRD, des choses comme ça, ou au référentiel d'évaluation. Alors, dans cette logique-là, vous savez, vous connaissez le slogan « Ne mords pas la main qui te nourrit ». On a bien avancé quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en gros, sur cette question de l'isomorphisme, on a été incapable d'affirmer et de préserver l'existence d'un modèle différent, y compris d'organisation interne de nos structures. Je vais être assez critique finalement, autocritique. Quant à la manière de, ce que je disais, de faire entreprise, le mot-clé, c'est le mimétisme, c'est-à-dire que, faute d'être capable de poser une manière d'envisager l'organisation de travail des associations de solidarité, on a été chercher les modèles de l'entreprise marchande ou de production de biens, de l'entreprise lucrative, de façon assez banale, je dirais, avec cette création, alors tout le mouvement de professionnalisation qu'on a connu, qui en fait a eu pour effet quand même d'affaiblir, mais ça a déjà été dit notamment dans les ateliers hier, etc., d'affaiblir la dimension militante au profit de la technicité, qui était sans doute absolument nécessaire, mais en fait, on n'a pas réussi à affirmer une autre manière de faire entreprise.
Or, là-dessus, alors ça c'est un débat qu'on pourrait avoir avec Martin, mais moi je continue à dire, il y a des mots qui sont trop importants pour les laisser aux autres, et il n'y a pas de raison de laisser le mot entreprise uniquement au système marchand classique et lucratif. Nous pouvons affirmer qu'il peut exister d'autres formes d'entreprise. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus, mais et puis, quant à la manière, je disais, de se situer dans ce que j'appelle l'économisme ambiant, alors le mot-clé, Marianne l'a dit tout à l'heure, c'est le mot de performance. C'est-à-dire qu'en fait, cette dérive des financements, de plus en plus contraignants pour les formes associatives, va introduire en fait des réflexes issus de l'économie de marché. On parle de retour sur investissement. D'autant que vous savez que ça coûte un pognon de dingue. On parle d'économie d'échelle, donc les phénomènes de fusion, de méga-groupements qui produisent quand même des effets tout à fait toxiques, je dirais, sur la biodiversité alors je ne parle pas de l'ensemble des associations, je parle déjà de la biodiversité des associations de solidarité dans les territoires. Et en fait, dans cette logique-là, de cette mise en concurrence, en fait, regardons-nous. Les associations sont rentrées de plein pied dans le jeu concurrentiel. On se tire la bourre entre nous. Là où notre responsabilité politique serait d'assurer un maillage social dans les territoires, on est rentré à l'insu de notre plein gré, je dirais, pour être gentil, on est rentré dans des jeux concurrentiels, avec des nuances. Volontairement, je suis un peu caricatural parce que je trouve que c'est bien de provoquer le débat. Mais quand même, je dis avec des nuances parce qu'effectivement, on a eu ce bel outil que M. Hardy nous a amené avec les groupements de coopération sociale et médico-sociale, mais qui sont parfois, là je parle d'expérience, mais qui sont parfois des moyens de se surveiller les uns les autres. Soyons un peu carrés. Toutes ces marchandisations insidieuses. Alors, je voulais évoquer ça aussi parce qu'il n'y a pas que, la lucrativisation, je ne sais pas si le mot existe, du système associatif, mais il y a aussi les marchandisations insidieuses. Par ça, je veux dire ces marchandisations rampantes qui se jouent en fait en dessous des radars. Par exemple, la manière dont nous avons, dans beaucoup de cas, externalisé toutes les fonctions hôtelières de nos activités d'hébergement. La restauration, la blanchisserie, la sécurité. Moi, j'ai en tête quand même le rôle d'un cuisinier quand il est salarié de l'association au cœur de l'établissement. C'est autre chose que Sodexo, quoi. Ça ne produit pas les mêmes effets. Tous ces services annexes que nous avons externalisés aussi, alors externalisés systématiquement, je dirais, vers du lucratif, je pense au contrôle, l'évaluation, les gestions des payes, par exemple, des bulletins de salaire, ou toute cette maquinicétisation avec les cabinets conseils, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de préserver entre nous un système d'expertise qui nous permettrait d'être autonomes à ce niveau-là, on externalise vers des sociétés qui sont très bien, mais qui sont du secteur lucratif. Ça, c'est ce que j'appelle la marchandisation rampante, où finalement, on a peut-être lâché des choses qui, historiquement, appartenaient à nos cœurs de métier. Alors, les incidences pour les personnes accompagnées, eh bien, d'abord, première question, à travers ces grands mouvements-là, qu'est-ce que nos associations de solidarité sont en train de jouer? C'est-à-dire, quel type de solidarité sommes-nous en train de fabriquer en acte dans les territoires? L'idée quand même que finalement, on va vers un social à deux vitesses et qu'on y avance de plus en plus, qui séparerait dans notre monde social les solvables des indigents. Et avec des choses un peu inquiétantes, les réflexions qui sont en cours actuellement, par exemple, sur la tarification à l'aide sociale dans les EHPAD. Soyons lucides. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là? Est-ce qu'on va préparer des systèmes hôteliers à deux vitesses en fonction de la capacité de solvabilité des personnes que l'on accueille? Là, notre responsabilité politique me semble directement engagée. L'inverse de ça, c'est une solidarité délibérément inscrite dans le droit commun, c'est-à-dire cette notion de pleine citoyenneté qui, rappelez-vous, en 2002, prévalait à l'introduction de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale devant les assemblées. Une solidarité qui finalement opérerait un tri des bénéficiaires en fonction des charges qu'ils représentent. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est peut-être pas très intéressant
quand ça coûte très cher. Et peut-être que là, il faut qu'on réfléchisse à ce niveau-là. L'inverse de ça, c'est une solidarité inconditionnelle, c'est-à-dire autour de cette notion, mais que l'UNIOPS défend, de prestation universelle, hein, où on a des études très documentées là-dessus, sur la prestation universelle, c'est-à-dire qui ne tient pas compte des situations individuelles, qui ne tient pas compte des positions des gens. Elle a une vertu tout à fait intéressante autour de cette notion de solidarité inconditionnelle. Et puis, on y est des prestations qui sont directement conditionnées par les moyens disponibles et on est très loin de cette volonté politique affichée de réponse aux besoins. Et là, on est dans ça s'appelle une dissonance cognitive, je crois, hein, entre les effets d'annonce, répondre aux besoins, et la réalité qui est que ces besoins-là sont totalement subordonnés à la mobilisation de moyens. Derrière ça, l'autre question, c'est quelle délégitimation du travail social sommes-nous en train de cautionner dans ce système-là? C'est-à-dire un travail social réduit à des catalogues de prestations à délivrer. Et là, j'en veux par exemple sur cette expression, et je me base juste sur les mots, plateforme de service. Ça veut dire quoi, plateforme de service? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on dit transformer nos établissements en plateforme de service? Alors, je sais bien, faut qu'on... Là, j'ai pas le temps, mais parce que je pense que j'ai pas le chrono, mais ça tourne, quoi. Hein. Non, j'ai pas le temps. L'idée, finalement, c'est à l'opposé de ça, c'est-à-dire de transformer finalement les établissements en offreurs de services avec des plateformes dans lesquelles on choisit en tête de gondole ce qu'on a envie de prendre. À l'opposé de ça, c'est vraiment des solidarités qui sont agies au plus près de la vie des habitants. C'est-à-dire des solidarités qui se construisent avec les habitants, avec les personnes vulnérables, avec les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des solidarités où une alliance là se crée entre nos équipes, nos établissements et les personnes concernées, et non pas dans l'autre mouvement descendant qui est d'aller chercher les légitimations dans une logique de l'État qui nous accorderait finalement une reconnaissance. Mais j'y reviendrai en conclusion. Un travail social donc transformé en marché concurrentiel dont le but serait de garantir un retour sur investissement, alors que nous devons affirmer, mais là on peut s'appuyer sur ce que viennent de dire les collègues, on doit affirmer qu'il existe une autre dimension de la vie sociale que le marché monétaire, que la monétarisation des échanges, et qu'à ce niveau-là, les associations de solidarité sont sans doute le fer de lance de l'affirmation d'une société qui se construit autrement que par les logiques de marché. Le risque d'un travail social de l'urgence, c'est-à-dire qui s'enferme dans la réponse immédiate, dos au mur, et vous voyez bien les notions de flux tendu, de services dégradés, etc., que l'on connaît dans les établissements, c'est bien qu'on est dos au mur dans une situation où, faute de prévention, c'est-à-dire faute d'une solidarité solidement ancrée dans un travail de prévention des dysfonctionnements sociétaux, eh bien on est dos au mur, obligé de répondre dans l'urgence. Et finalement, ce travail social dont je ne veux pas, qui transforme l'usager en consommateur, en lieu et place et ce sera ma conclusion, d'une alliance solidaire entre intervenants et bénéficiaires. C'est-à-dire, et je finis là-dessus, là où nous passons notre temps à aller chercher des légitimités descendantes, où nous allons chercher des légitimations auprès des pouvoirs publics, il me semble que ce qui se joue aujourd'hui dans la situation du travail social et de la crise que nous connaissons, c'est sans doute de construire une nouvelle alliance qui viendrait associer directement nos ambitions d'une société égalitaire avec les intérêts des personnes que nous accompagnons. Et que l'alliance, elle est à jouer ici, donc dans un système ascendant et très politique au sens de garantir une vraie délibération démocratique sur l'avenir de notre cité commune, à partir d'une alliance que nous avons à construire. N'allons pas chercher des alliances avec ceux qui nous donnent des moyens, allons chercher une alliance avec les bénéficiaires de nos actions. C'est peut-être là que nous trouverons aussi des solutions pour envisager autrement le financement de nos associations, puisqu'on sait qu'il va falloir trouver des solutions, mais des solutions qui ne dédouaneraient pas l'État de sa responsabilité collective et politique d'assurer les solidarités, qui au contraire permettraient d'avoir une force de pression effective sur cette nécessité de conserver la solidarité nationale comme un bien commun de notre République. Je vous remercie. Merci Roland. Je pense beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a... J'en ai aussi, mais je vais peut-être laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions déjà?
ou sinon, pas de chance. Francis. Merci. Oui, moi j'aurais 3 questions ou remarques. Je vais essayer de les exprimer brièvement. La première, pour revenir sur l'intitulé de l'atelier, je me demande, je dirais, qu'est-ce qui est la poule et qu'est-ce qui est l'œuf entre la transformation des modalités de financement par les pouvoirs publics, d'une part, et d'autre part, comment dire, la perception ou la reconnaissance par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, hein, de ce qu'est le fait associatif. Pour prendre un petit exemple, après tout, la subvention peut, et finalement a souvent été, un moyen pour les pouvoirs publics je dirais, de choisir les associations avec lesquelles travailler. Donc, ça se faisait de façon plus discrète qu'avec les méthodes autres. Mais donc, est-ce que c'est pas d'abord le changement de la perception des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et des élus, de ce que sont les associations par rapport à leurs responsabilités, peut-être aussi de la vision de la société dans son ensemble, des citoyens, hein, que nous sommes aussi. Alors certes, le changement des modalités de financement accentue sans doute cela, mais il ne faut pas oublier l'autre terme. Ça, ce serait ma première remarque, question. La deuxième, pour nous, associations, finalement, quel lien, quelle relation étroite faisons-nous ou non entre une parole politique, la possibilité d'avoir une parole politique, je reviens toujours à l'intitulé de notre atelier, d'une part, et d'autre part, la non-lucrativité que nous défendons. A raison, mais est-ce que le lien est automatique entre les deux ou pas? Et si on ne creuse pas ça, on se fera de toute façon laminer. Et du coup, c'est ma troisième remarque aux questions, est-ce que nous ne devrions pas davantage travailler sur les questions alors je vais prendre le mot évaluation, de l'évaluation de ce que nous faisons. Parce que, ou bien on est évalué uniquement en termes d'impact économique ou d'impact social, si on reprend les terminologies qui viennent d'être utilisées, mais nous affirmons que ce que nous représentons, c'est autre chose, c'est une vision des relations sociales, etc. Mais est-ce que nous ne pouvons pas, est-ce que nous ne devons pas aller au-delà de l'affirmation, c'est-à-dire construire collectivement, je dirais, des démarches d'évaluation, comment on peut... Alors c'est difficile, je le sais, mais comment on peut... Sinon, là encore, on est laminé par les démarches classiques. Merci Francis. D'autres questions? Là, Raphaël. Devant. Merci. Là, le micro arrive. Il est là. Ça n'est pas une question, c'est des applaudissements et des grands merci. Vous m'avez fait beaucoup de bien avec vos interventions. Je voudrais raconter ce que je vis aujourd'hui, qui me paraît être la concrétisation de ce que vous avez décrit. Michel Beaubois, Claude Loiret, sur le handicap. Nous sommes poussés aujourd'hui avec une certaine violence et avec beaucoup d'insistance à transformer. C'est pour ça que l'expression transformation de l'offre me met de l'urticaire, à transformer des places de foyer de vie en habitat inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, il a fallu modifier nos statuts. On nous demande de devenir des propriétaires et de faire payer des loyers à des locataires, loyers plus un certain nombre de services que les gens pourront éventuellement nous demander, bien entendu en les payant.
on devient fournisseur de logement social et de services qui sont, qui dépendent complètement ou presque complètement des moyens financiers des personnes. Eh bien, j'ai un petit peu de mal en tant qu'association à devenir logeur social, propriétaire foncier et perceveur de loyer. Merci beaucoup m'avoir éclairé avec ce que vous avez dit. Merci. D'autres questions à côté? Oui, bonjour. Une première question, vous avez évoqué les minimis et le droit européen. Il me semble que nous sommes encore sur le droit de la directive service qui a été renégociée dernièrement. Et donc, je voulais savoir, parce qu'il était question à un moment donné d'exclure le champ associatif de cette directive service, si ça avait été le cas, parce que c'était une exclusion franco-française que la France avait obtenue de haute lutte. Donc, c'était un enjeu important. Donc, je n'ai pas trop suivi et je voudrais vous entendre sur ce sujet-là. La deuxième question, vous évoquez les modifications des relations que nous avons avec les pouvoirs publics. Je voulais vous entendre au sujet du nouveau, comment ça s'appelle, du New Public Management. Pour moi, on subit un petit peu ça, cette modification de gestion et du management des ressources publiques qui nous impactent directement. La CNAP avait écrit il y a quelques années que nous étions le fer de lance un petit peu et des féales des pouvoirs publics. Je voulais vous entendre là-dessus. Et puis la dernière, c'est pour moi plutôt une remarque. En fait, on l'a vu venir, toutes ces transformations. C'est le plan Juppé 96, en fait, qui a édicté la loi 2009 avec les CEPOM. Les CEPOM ne sont que le moyen financier de la mise en œuvre du plan régional de santé. En fait, c'était déjà inscrit depuis Juppé, en fait, ces orientations-là. En fait, notre pouvoir citoyen que vous avez évoqué, on l'a laissé faire par notre vote. On a laissé, par notre choix de citoyen, d'inscrire ces transformations-là. Voilà, je voulais aussi vous entendre sur ce point-là. Merci. Bonjour, oui. Moi j'avais deux questions. La première, c'était sur la question de la taille critique des associations aujourd'hui. Parce que d'un côté, il y a les associations dites petites qui conservent plus de liberté parce qu'elles ont moins de contraintes financières ou d'emploi. Hein. Je donne l'exemple de l'association que je préside. On a un budget de 100 millions, 1600 salariés. Vous avez un effet de... Vous voyez, quand vous conduisez un camion, vous avez le chargement derrière et ça vous pousse à chaque année à avoir un budget à l'équilibre. Et donc, ça crée une contrainte, une sorte de pression extrêmement importante. Donc, vous n'êtes pas trop enclin non plus parfois toujours à avoir la liberté de contester tel ou tel choix parce que tout simplement, il faut que la machine puisse fonctionner et que les salariés ont des droits, enfin que voilà, il faut que les services fonctionnent, afin que la gestion soit assurée. Donc il y a cette inertie extrêmement forte qui vous pousse à un certain nombre de choix que vous ne souhaitez pas toujours, que le conseil d'administration est parfois contraint d'arbitrer entre une logique, je dirais, qui voudrait plus militante ou plus avec une affirmation de valeurs ou de principes, et vous avez cette logique économique qui vous pousse dans le dos. Vous voyez, donc là, il y a un rapport. Quelle est la bonne taille critique aujourd'hui, hein? Faut-il continuer à grandir? Faut-il, au contraire, revenir à des structures peut-être plus petites et peut-être avec moins d'inertie, je dirais, financière ou d'emploi? Deuxième question, c'est, au-delà des constats qui ont été faits et qui sont très, très éclairants, que vous avez fait ce matin, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager comme autre modèle? Parce que c'est ça la question. Hein, et là, on est un peu quand même un peu court aujourd'hui. Hein, on a entamé dans notre réflexion une réflexion sur un projet associatif en associant à la fois le conseil d'administration et l'ensemble des directions et des chefs de service, hein, pour réfléchir à
à la stratégie, je dirais, de développement dans les années à venir. Mais on se heurte très vite à, comment dire, à une certaine un terrain qui est un peu aride sur les autres modèles possibles aujourd'hui. Et la question, c'est où est-ce qu'on peut retrouver aussi des ressources et une réflexion de fond sur ces questions. Merci. Merci. On va peut-être prendre une dernière question et avoir déjà plusieurs réponses. Merci tout d'abord pour... alors, Damien Delay, directeur général de l'association l'ASSO, Association de l'Hôtel Social. On travaille sur la région, enfin sur la métropole lyonnaise. Je voudrais déjà remercier pour la qualité des interventions et qui sont très éclairantes. Un peu de frustration pour le fait de ne pas pouvoir justement aller plus loin. Et je pense que... mais c'était le même constat hier sur le besoin de pouvoir travailler de manière collective et de réfléchir de manière collective sur ces enjeux. Je souscris à tout ce que vous avez dit sur les constats que vous avez fait sur la marchandisation, sur la transformation, sur le besoin de transformation et le besoin de repenser les modèles et les modes de fonctionnement et de gouvernance associative. Je fais le lien aussi avec l'atelier sur l'impact social auquel j'ai travaillé, participé hier. Et je rejoindrai monsieur sur et c'est un peu mon constat sur ce congrès. On pose beaucoup d'éléments, mais on a besoin d'avoir votre soutien et votre accompagnement sur de la projection. Qu'est-ce qu'on devient, nous, en tant qu'association? Qu'est-ce qu'on devient en tant que... ça m'a rassuré hier d'entendre qu'un opérateur n'était pas forcément considéré comme un prestataire. Parce que c'est aussi un constat qu'on fait dans nos associations, mais de dire qu'est-ce qu'on devient, comment on se transforme, comment on est accompagné à cette transformation. On travaille au sein des associations, mais je pense comme monsieur, sur de la projection, mais pas sur de la prospective. On est sur des visions courtes, 5 ans, 10 ans au grand max. Mais je pense que ce travail de transformation, il est beaucoup plus... il a besoin d'être beaucoup plus ancré dans du moyen long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sur le rôle que doivent avoir nos associations, sur celui qu'on veut lui donner aussi. Est-ce qu'on accepte de se transformer en opérateur, en prestataire, en start-up? C'est les mots qui sont utilisés un peu aujourd'hui. Impact social. Voilà, c'est social et sociétal, c'est un peu les terminologies. Et donc voilà, s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave, mais en tout cas de proposer que les choses soient posées et projetées vraiment sur des réflexions de long terme là-dessus. Merci. Merci. On va faire une première partie de réponse, mais juste pour gérer les frustrations, parce que je déteste que les gens soient frustrés. Cet atelier, il faut bien comprendre que c'est aussi un début de réflexion qu'on a au sein de la commission modèle socio-économique associatif avec la présidence de Roland. Donc on vous invite tous et toutes à rejoindre, bien entendu. Mais je laisse les autres aspects réponse. Je veux bien prendre très court. Alors, nous, au sein de notre observatoire citoyen, on est dans une deuxième phase de travail après avoir fait un peu un état des lieux du paysage. On essaye de penser ce qu'on appelle des pistes de démarchandisation du monde associatif. Et en fait, on essaye d'ouvrir large nos imaginaires et de repenser en fait les moyens politique de reprendre une parole politique pour défendre les subventions de fonctionnement notamment et par ça, par exemple, on va voir du côté de la Belgique sur le financement des associations d'éducation permanente qui est l'équivalent de l'éducation populaire en France, qui ont un décret qui assure une subvention de fonctionnement pérenne sur le long terme avec dans le décret la garantie de la fonction critique des associations. Voilà, bon, ça c'est une des pistes. L'autre piste, c'est on va voir toutes les réflexions autour
de ce qui se construit autour d'une sécurité sociale de l'alimentation. Enfin, en quelque sorte, comment on déploie la socialisation proposée par la sécurité sociale d'après-guerre et comment ça peut nous ouvrir aussi à nous, en tant que Français aussi, parce qu'on a aussi cette histoire-là très très forte d'un modèle de sécurité sociale qui a sorti une partie, qui a sorti à l'époque la santé et les soins du marché. Et comment on peut se réapproprier ce modèle-là pour essayer de penser d'autres modèles de financement. Moi, je pense qu'il y a une nécessité de reprendre une fierté d'une parole politique forte et de pas Enfin, comment dire, on représente une force quand même énorme. Enfin, si demain toutes les associations s'arrêtent, je pense que... Enfin, vous imaginez. Je pense qu'on a vraiment nécessité, notamment les grands réseaux, de reprendre une parole politique forte et de ne pas avoir peur que ça joue sur le financement, même si, bon, c'est facile à dire, hein, je vois bien, mais je pense que justement, quand on est une grosse association avec énormément de moyens, je pense qu'on peut peut-être reprendre collectivement, en tout cas, pas dans son coin, c'est ça le truc, c'est collectivement une parole politique forte. Voilà, voilà. J'ai répondu à rien d'autre que monsieur. Alors, je vais commencer peut-être par la question technique sur le sujet européen et les services sociaux d'intérêt général. Alors, je ne suis pas un spécialiste des services sociaux. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Je ne viens pas du monde du travail social. Cependant, la France a bel et bien décroché une exception. À la base, initialement tournée pour la protection de sa sécurité sociale et puis ensuite pour les acteurs sociaux délégués qu'on peut qualifier de champ des services sociaux d'intérêt général. Et c'est ce qui a permis d'échapper en partie à la directive service. Cependant, le monde associatif n'est pas entièrement intégré dans le sujet des services sociaux. Et en fait, peut-être là, je fais un peu de didactique, pardon. L'Union européenne nous tend un peu un piège dans son approche de l'intérêt général. C'est que elle sort du marché une partie beaucoup plus fine que ce que la France a pu faire depuis l'après-guerre, hein. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué une partie de la privatisation des services publics industriels. Et ce qu'elle a réussi à préserver dans cette logique de constitution de marché intérieur, c'est ce qu'elle n'a pas obtenu dans son Europe sociale, c'est une partie de ses services sociaux. Cependant, il y a toute une partie autre qui, aujourd'hui, est en cours progressif de basculement. Et quand je parlais d'un piège, c'est qu'en fait, les activités qui sont aujourd'hui non soumises aux règles du marché sont les activités dites non économiques. Et en fait, j'ai tendance à penser que depuis les années 80, le monde associatif qui porte petit à petit un discrédit et une difficulté à raconter ce qui s'y passe, c'est un peu le serpent de mer de l'évaluation et ce qu'on voit aujourd'hui avec nos questions d'impact. Eh ben, on a de plus en plus joué le jeu d'une valorisation de nos activités sur le plan économique. On se met à travailler sur l'activation des dépenses passives, on se met à se représenter sur le plan quantitatif et économique. Et en fait, le fait d'être considéré petit à petit comme des activités économiques, oui, mais différentes, nous fait courir le risque de tomber dans le piège d'une considération d'activités qui ne sont pas d'intérêt général dans l'Union européenne. Intérêt général égale non économique, intérêt privé lucratif égale économique. Et à ce moment-là, le basculement dans le marché intérieur nous assujettira demain à construire de nouvelles règles, mais assurément moins disantes que ce que la subvention fait en France. Parce que je vais essayer de faire une conclusion au moins sur ce sujet, j'arrive sur d'autres. Les activités non économiques peuvent être subventionnées sans taux, sans plafond, sans mise en concurrence. Les activités économiques peuvent être subventionnées avec des règles. Et ces règles sont systématiquement moins disantes que la subvention. Si demain le champ associatif, pour partie ou majorité, basculait dans le champ des activités économiques, si je devais prendre une image un peu grossière, les associations françaises subventionnées sont aujourd'hui dans un bain d'eau chaude qui est relativement à pas trop mauvaise température, même si on sent que les glissements s'opèrent, et je répondrai à Roland tout à l'heure sur la question de la subvention. Passer du côté du marché, c'est nous plonger dans un bain d'eau froide à température létale, nous proposer une combinaison de plongée, et dont on va devoir dealer l'épaisseur, en gros, quoi. C'est un peu le travail qui nous attend dans les 2 prochaines années.
c'est la constitution des politiques de l'économie sociale en Europe et l'arrivée d'un possible statut européen associatif transfrontalier. Et là-dedans, le grand risque à venir, c'est qu'on engage le débat de l'exclusion ou non du marché à 27 dans une Europe dont on connaît à peu près la couleur des élections futures. Donc on est globalement dans un moment un peu risqué. Et c'est là où je pense qu'il est absolument nécessaire d'être et technique et politique. Et là, j'atterris tout à l'heure, Roland, vous disiez la subvention et pas toujours la panacée, dans le sens où, évidemment, on a vu des glissements discrétionnaires et des glissements dans les modes de contractualisation de la subvention qui font perdre en liberté. Cependant, techniquement et sur le fond de la philosophie politique de la subvention, on n'a pas mieux. La subvention est fondée sur une logique d'initiative et doit respecter une logique d'initiative. C'est notre instrument redistributif pour l'initiative ascendante. Ce qui peut poser des questions, c'est la gouvernance de la subvention. Cependant, on a déjà des exemples. On a des exemples de cogestion de subventions. On a des exemples historiques, sécurité sociale de cogestion. Mais pourquoi se priver d'en réinventer demain des nouveaux sur la base de ce qu'on a déjà ? Le FONGEP peut être un des exemples inspirants. Le FDVA aussi, malgré tous les défauts qu'on pourrait leur qualifier à eux deux. On a déjà des objets de cogestion de la dépense publique et des systèmes redistributifs qui sont relativement fonctionnels. On n'a pas grand-chose d'autre à part la subvention pour respecter le principe d'initiative citoyenne et l'équilibre fragile du fait associatif. Pour moi, le gros enjeu se trouve particulièrement du côté de la cogestion. Et j'atterris sur le fond politique de mon travail de technicien du droit de l'Union européenne à l'époque sur la question du droit de la concurrence. Je crois profondément que la technostructure, étant parlé tout à l'heure, fabrique la culture, voilà, à long terme, pas à court terme. Notre défaite politique sur la constitution des notions d'intérêt général en Europe il y a 30 ans infuse petit à petit par une technostructure ultra complexe, d'ailleurs dont on est très peu, et moi-même, et d'ailleurs les très grands experts, je parlais avec Brigitte Clavagnier qui est spécialisée sur le sujet, avocate et rédac chef ou directrice de rédaction comité scientifique de jury association, qui nous disait même nous on ne comprend pas. On est face à une technostructure d'une complexité énorme qui a une influence progressive sur les modes d'agir et ensuite sur la pensée politique de nos organisations. Vous parliez tout à l'heure d'échelle. Les modes d'agir de la dépense publique et petit à petit, de manière un peu grandissante, ce sujet de marchandisation et de transformation de logique tutélaire en logique de marché nous pousse à réaliser des économies d'échelle, nous pousse à concentrer. C'est-à-dire, quelque part, on va parler de coopération, c'est absolument indispensable pour nous si on veut pouvoir faire système, mais aussi corps politique commun. Cependant, pour un certain nombre de pouvoirs publics et depuis un grand moment, les mécanismes de coopération sont sous-jacents à des logiques d'économie d'échelle. On le voit de manière assez claire, et ça, c'est typiquement des phénomènes qui nous poussent à grossir. Tchernonog nous sort des statistiques qui le qualifient. Les petites et moyennes associations s'érodent au profit des grosses, et des structures qui grossissent sont des structures qui se gestionnarisent. Et là, après, c'est des choix politiques d'organisation de réseaux associatifs. Moi, je sais que pour mon réseau, on a dit, notre objectif, c'est de ne surtout pas changer d'échelle en taille. C'est de changer d'échelle en nombre. C'est de rester petit dans des logiques d'archipélisation et de faire système ensemble. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'atterris sur cette question. Je pense qu'il est absolument nécessaire de se saisir de la technicité des sujets pour en faire des sujets politiques, et que nos travaux collectifs, à mon sens, et tu parlais tout à l'heure de démarchandisation, c'est de correctement topographier les instruments qui aujourd'hui bloquent le gouvernail, et ensuite de porter vision politique, pas uniquement sur ce que nous pourrions être, mais sur ce qu'il nous faut changer pour être. Voilà. Et ça, je pense, je l'espère, moi, pouvoir participer de ce travail politique au futur, et qu'à minima, la saisine qu'on sortira bientôt chez eux, accompagnée du travail de l'Observatoire, nous permettra de poser les jalons de travaux prospectifs et de mobilisation transsectorielle du monde associatif pour faire changer les cadres qui déterminent nos moyens d'existence. Merci, je vais laisser la parole à Roland. Il nous reste 5 minutes et je crois qu'il y avait une autre question, donc je ne voudrais pas gérer d'autres frustrations. 15 secondes, alors c'est formidable, j'ai plus de temps. Non, très, très, très brièvement, parce que le tableau qui pourrait paraître un peu noir quand même, que vient de nous dresser Martin,
et par rapport au côté très volontariste de mon discours de tout à l'heure, je voudrais juste essayer de dire que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est dans ce contexte-là qu'il faut qu'on définisse nos stratégies. C'est pas dans l'absolu de dire nous sommes purs, nous sommes beaux, et c'est bien d'essayer de travailler cette question-là. Alors, à la question quel autre modèle, c'est maintenant qu'il va falloir y penser. Alors, je renouvelle l'invitation de Jérôme. Venez travailler avec nous à la commission modèle socio-économique des associations. C'est un enjeu et la commission est largement ouverte. Donc, voilà, venez nous aider à réfléchir. C'est absolument important. Peut-être juste un point. Dans ce contexte-là, la non-lucrativité, c'est une option politique quant à la manière de faire société. Et c'est là qu'il faut qu'on l'affirme. C'est-à-dire que c'est pas dans la diversité des offres, la non-lucrativité, c'est un plus ou une espèce de supplément d'âme qu'on viendra apporter. Non, c'est une option politique dans la manière de construire la société aujourd'hui. Et c'est ça qu'il nous faut affirmer de plus en plus fortement. Alors après, si on le fait, par contre, on sait bien que le risque, si on affirme une parole politique un peu qui fait un pas de côté par rapport au conformisme dans lesquels on est enfermé dans nos associations, eh bien forcément on prend un risque. Et là, il nous faut réfléchir, et c'est là aussi que c'est important de ne pas être juste dans les idées, mais dans la réalité. Il nous faut réfléchir notamment à des modèles socio-économiques de nos associations qui nous permettront cette autonomie-là, cette liberté-là. Quand même dans un champ où, vous devez avoir les chiffres, mais de tête comme ça, le monde des solidarités représente à peu près 10 fois le nombre d'emplois du marché de l'automobile, non? Du secteur industriel automobile. On doit être dans un rapport de ce type-là, non? Ouais, c'est colossal quand on regarde le nombre d'emplois que l'on représente. Donc, oui, c'est ça. Donc, avec 1,2 million d'emplois à la louche, je pense qu'on est à peu près dans un rapport de ce type-là, de ce que j'avais calculé. Donc, en fait, dans ce contexte-là, effectivement, il nous faut mettre au travail cette question-là d'une visibilité, mais pas d'une visibilité qui demande d'être reconnue. Ça suffit, on n'y arrive pas. D'une visibilité qui pose un acte politique, d'une manière de se situer dans le débat. Et pas de seul. Je crois que la manière de se situer dans le débat, elle ne pourra se faire, à mon avis, qu'en étant dans une alliance forte avec les personnes concernées par les vulnérabilités sociales de tous ordres que nous accompagnons. Alors, 2 questions express, 1 minute pour la question, 1 minute pour la réponse. Philippe Havès, directeur général d'Interlogement 93 en Seine-Saint-Denis. Merci pour tout ça, ça nous fait effectivement réfléchir. S'il y a des groupes de travail qui se mettent en place, moi je ronge mon frein depuis tout à l'heure, c'est horrible. J'ai des millions de trucs à dire et à partager avec vous. Et je peux témoigner du fait que quand on l'ouvre un peu trop grand, on perd des appels à projets, on perd des budgets. Voilà, après la question c'est jusqu'où on va pas, y compris dans les discussions qu'on peut avoir avec nos CSE, nos organisations syndicales qui s'inquiètent, mais qui sont à la fois contentes que nos associations restent des associations militantes. Je m'arrête là. Je voulais juste dire que je suis ravi qu'on accueille une ministre ou une secrétaire d'État, mais je me disais que ça aurait été intéressant au format du tribunal des flagrants délires, autre époque, de demander à un ministre de venir vous écouter, nous écouter, puis nous leur demander de nous expliquer, parce que franchement, on ne comprend pas tout. Et je voulais juste parler de ça en 2 secondes, vraiment, je m'y tiens. Instabilité, nos associations œuvrent sur une multitude de champs depuis maintenant des dizaines d'années, pour ne pas dire plus, pour certaines d'entre nous, et je prends juste un chiffre ou 2 chiffres pour ce qui me concerne. 4 ans, 4 ministres du logement. 4 ans, j'aimerais qu'on sache, qu'on se dise combien de ministres des solidarités ou de la solidarité. Et tout ça vaut pour vous décliner à l'échelle micro, les préfets, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, peut-être qu'un des rôles, une des missions de nos fédés, parce qu'y aller tout seul, on prend des risques énormes, c'est aussi de prendre en compte et demander des comptes aussi sur cette forme d'instabilité qui nous pèse énormément. Merci. Oui, une question rapide. Quelle est conceptuellement notre réflexion vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire dont on fête les 10 ans maintenant, et ça peut nous entraîner loin, mais simplement en 2 ou 3. Alors, je vais répondre parce que voilà, c'est pour étant membre du conseil d'administration de SS France et donc défendant la position de l'UNIOPS. Je vais faire très rapide parce qu'il est 10h21.
mais pour nous, l'économie sociale est solidaire. Voilà, donc on met par un point à l'économie sociale, point, comme certains le font ou le laissent penser. Et j'insiste grandement à ce que le mot et les deux mots et solidaire soient constamment dans la réflexion. L'élément de coordination, c'est le et. C'est le et. Alors c'est le et c'est le et aussi. Et en tout cas, c'est la présence du mot solidaire à chaque fois. Mais désolé pour une réponse aussi rapide, sibylline à cette heure-là. Voilà. Désolé, donc pour les frustrations, le tribunal des flagrants délires, on n'avait ni Louis Rego ni Pierre Desproges. Merci.